Bonjour, bienvenue au Champ de Mars. J'espère que vous allez trouver aujourd'hui un certain nombre d'informations qui vous intéressent sur cancer du sein et travail. Personnellement, je suis une patiente, j'ai eu un cancer du sein. J'ai été soignée et bien soignée, puisque je suis encore là 20 ans après. Cette année, je fête, je ne dirai pas les 20 ans de mon cancer, parce que ça, je pense que je ne fêterai jamais cet anniversaire-là. Mais déjà, le fait d'être encore présente aujourd'hui, et c'est pour cela que je consacre du temps pour les autres aussi. Parce que je pense que quand on est en période de traitement, au moment où on vous annonce la maladie, ça n'est jamais une bonne surprise et qu'on a besoin d'espoir. Et je pense que le meilleur espoir, c'est de voir les survivantes, qu'on a résisté et qu'on est encore là. Pourquoi c'est important ? Le travail, quand on est, même pour celles, j'ai entendu tout à l'heure des gens qui m'ont dit, moi je ne travaille plus, mais c'est des personnes qui ont sans doute travaillé un moment et qui donc s'intéressent à ce sujet. Quand on est malade et directement dans les traitements, etc., on a la tête dans le guidon, on a peu de temps pour autre chose, mais quand ça commence à aller mieux, eh bien, on se projette dans l'avenir. Et pour celles qui sont en période d'activité, la reprise de travail représente une étape importante de cette période. C'est reprendre une vie un peu plus normale, même si elle ne sera jamais la même qu'avant. Mais au moins, on va pouvoir reprendre une activité, retrouver ses collègues, peut-être envisager une reconversion, faire un autre métier, parce que c'est parfois le moment où on tourne des pages aussi, et on se pose la question du sens de son travail et de sa vie. Et donc, avoir les bonnes informations, c'est important. C'est pour ça, alors je n'ai pas la brochure, mais vous allez la trouver là-bas. Nous avons élaboré, pendant le confinement, une brochure qui s'appelle « Cancer du sein et travail ». Merci, je l'ai oublié. Que vous pourrez trouver là-bas, que l'on distribue gratuitement, qui s'appelle le guide « Cancer du sein et travail », qui permet de vous donner des informations sur les formalités à accomplir, les pièges dans lesquels ne pas tomber aussi. Parce que souvent, on est confronté à cette situation qui est nouvelle pour nous. On est un peu perdu, on peut faire des choix malencontreux que l'on regrette plus tard. Moi, je côtoie beaucoup de patientes et parfois dans le stress, dans la précipitation, dans le manque de conseils, elles peuvent être amenées à prendre des décisions. On parlait tout à l'heure d'inaptitude, de difficultés à choisir, par exemple, doit-on reprendre avec un mi-temps thérapeutique, quels sont nos droits, comment on doit procéder. Donc tout ça, ça va vous aider, que ce soit sur des statuts de salariés dans le privé, de fonctionnaires, mais aussi de personnes sur des contrats CESU, des femmes en indépendant, puisque les statuts sont très divers et parfois il peut y avoir des conséquences sur notre façon de travailler. Je pense par exemple aux femmes indépendantes, les coiffeuses par exemple, qui ont été opérées et qui ont une cicatrice sous le bras, compliqué de continuer à faire son travail. Eh bien voilà, mais du jour au lendemain, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc tout ça, ce sont des angoisses qui se rajoutent à la maladie. Et donc moi j'ai le plaisir de représenter les patientes dans ce groupe de travail avec le CIRIC Iliad, qui est un label de recherche, mais je pense que certains vont revenir sur ce que c'est exactement, le Cancéropole Grand Ouest, et je travaille avec eux depuis, je ne sais plus, 5-6 ans, et la parole des patients dans ce monde qui est extrêmement différent. Les chercheurs, comme le dit le nom, ils cherchent. Et nous, de l'autre côté, les patients, on attend leur recherche avec impatience. Et on trouve que ça va passer vite. On a besoin de nouveaux traitements, on a besoin de nouvelles solutions qui nous sont proposées. Et ce que nous proposent aujourd'hui des conférences comme aujourd'hui, ça s'appelle Regard croisé, vous avez dû voir ça sur l'affiche, parce que c'est une des rares occasions où nous pouvons, et nous avons la chance, de pouvoir discuter, échanger avec les chercheurs. Et donc de pouvoir nous porter cette parole des patients et entendre aussi, eux, ce qu'ils ont à nous dire, qui est parfois une attente en notre direction que l'on ignore. Donc c'est vraiment cette possibilité qui nous est donnée aujourd'hui
ils font l'effort, au moins une fois par an, mais on a l'occasion de se voir à d'autres moments, ils font cet effort de se mettre aussi à notre portée et donc de parler plus simple, parce que ça jargonne pas mal hein, dans le métier, dans les métiers médicaux aussi. Donc on a des médecins, on a des chercheurs, là on a des patients, et c'est là comment ensemble on peut faire avancer eh bien, la cause de la recherche contre le cancer et de tout ce qui va autour. On va avoir des présentations qui vont vous être proposées sur justement comment on peut mettre toutes ces énergies au profit des malades, du parcours de patients et de pouvoir le vivre un petit peu mieux. Je dis un petit peu mieux, on ne va pas le dire bien parce qu'on sait que ce n'est pas possible, mais au moins un peu mieux. Donc moi je remercie tous ceux qui sont là parce que c'est un travail d'équipe qui s'échelonne depuis des années et qui donc apporte des éléments très concrets. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous être utiles et je vous remercie encore d'être là. Merci à vous. Alors, merci Fabienne, bonjour. Donc, nous allons être plusieurs experts à vous présenter un certain nombre de présentations aujourd'hui. Donc pour ma part, c'est Bertrand Porot, donc je suis chercheur en sciences humaines et sociales au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest et je coordonne l'axe cancer et travail notamment et le réseau sciences humaines et sociales du Cancéropole Grand Ouest. Voilà. Et je suis aussi chercheur au sein du CIRIC Iliad. Alors, les collègues vont se présenter un à un au fur et à mesure du déroulement des présentations. Donc, je vais laisser la parole à Marie Robert, qui est oncologue à l'ICO. Bonjour. Donc, moi, j'ai été chargée de vous présenter, alors je ne sais pas où je vais me mettre, parce que vu qu'il y a des gens ici, le parcours médical des patientes avec cancer du sein. Donc là, vous avez le nom de chaque intervenant, mais comme l'a dit Bertrand, tout le monde se représentera au fur et à mesure. Alors, il y avait normalement, ouais, on va considérer que vous avez fait votre petit topo. Non, pas du tout. Et donc, le parcours des patientes commence bien sûr par la découverte du cancer du sein, d'une masse d'abord, soit à l'autopalpation, soit par l'examen clinique réalisé par exemple par le médecin traitant, le ou la gynécologue, ou lors du dépistage, donc par la réalisation d'une mammographie. Si suspicion, si masse qui semble anormale à l'examen clinique, il y aura de toute façon une mammographie dans tous les cas qui ensuite va s'enchaîner par un certain nombre d'examens. Et moi, je trouve que c'est là que commence un espèce de marathon pour nos patientes, marathon de rendez-vous, marathon également psychologique et marathon ensuite des traitements, comme on va le voir. Avant d'aller dans les traitements, il y a forcément une biopsie pour qu'on ait un diagnostic, pour bien préciser les types, confirmer la suspicion diagnostique et ensuite préciser la prise en charge. Donc, qui est faite sous échographie mammaire. Puis, 1 à 2 semaines après, environ, parfois plus, vient le temps de l'annonce qui vient confirmer la suspicion diagnostique et donc le cancer du sein. Une fois l'annonce faite, le dossier des patientes est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, cette réunion est constituée au minimum de 3 médecins. Il y a toujours un oncologue médical ou chimiothérapeute, un radiothérapeute, un chirurgien et aussi un médecin anatomopathologie. Donc ça, c'est le médecin qui va analyser les prélèvements de biopsie ou de la pièce opératoire. À l'issue de cette réunion, il y a une proposition de traitement de séquence thérapeutique qui est faite. Là, vous en avez un petit exemple, mais j'y reviendrai plus tard. Et ensuite vient réellement le temps de l'annonce du traitement à la patiente, avec, avant d'embrayer sur les traitements, finalement tout un tas d'examens qui va être nécessaire pour vérifier l'absence de contre-indication à certains traitements et faire, on va dire, un peu l'état des lieux du cancer. Donc ça va être par exemple une prise de sang, le scanner, scintigraphie osseuse ou TEP scanner, le bilan cardiologique s'il y a une indication de chimiothérapie, la pose de la chambre implantable s'il y a également une indication de chimiothérapie. Et puis, pour les patientes de moins de 40 ans, la proposition systématique d'une préservation de la fertilité. Donc, c'est quelque chose qui s'ajoute encore à l'ensemble des examens.
Une fois tout ça réalisé, on remet à la patiente un plan personnalisé de soins, donc qui va redétailler toutes les étapes de sa prise en charge et les effets secondaires du traitement au moment où elle va l'avoir. Et donc on entre ensuite dans la phase des traitements. En fonction du type de cancer du sein, le type de traitement et l'ordre des traitements ne va pas être exactement le même. Donc il y a 3 grands types de cancers du sein. Les cancers du sein hormonodépendants, que j'appelle ici RH+, les cancers du sein triple négatifs et les cancers du sein HER2 positifs. Pour les cancers du sein RH+, dans la plupart des cas, mais ce n'est pas toujours le cas, on commence par une intervention chirurgicale. Il y a ensuite de la radiothérapie, puis de l'hormonothérapie. Les cancers du sein hormonodépendants se servent des hormones comme d'un carburant. Donc l'idée de l'hormonothérapie, c'est d'aller en quelque sorte couper l'arrivée de carburant aux cellules cancéreuses. Pour un certain nombre de patientes qui sont considérées comme à plus haut risque de récidive, on va intercaler entre la chirurgie et la radiothérapie de la chimiothérapie. Et puis peut s'ajouter en plus aussi, avec l'hormonothérapie, un traitement par thérapie ciblée qu'on appelle abemaciclib, et pour un certain nombre de patientes avec mutation germinale, de l'olaparib. Pour les cancers du sein triple négatifs, qui sont des cancers du sein qui ont un potentiel d'agressivité plus important que les autres, on commence, on va dire, le plus souvent par une chimiothérapie qui, aujourd'hui, dans la majorité des cas, est associée à de l'immunothérapie. L'objectif de l'immunothérapie, c'est d'aller potentialiser le système immunitaire des patientes pour qu'elles aillent attaquer les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, elles ont la capacité d'aller en quelque sorte se masquer au système immunitaire et d'être indétectables. Et ensuite, on a évidemment la chirurgie. La chirurgie, c'est la constante de tous les traitements, dans tous les types de cancers, puis la radiothérapie et éventuellement un traitement ciblé par la suite ou la poursuite de l'immunothérapie en fonction de la réponse au traitement. Pour les HER2 positifs, c'est un petit peu la même chose. On commence très souvent aussi par la chimiothérapie, associée à un traitement anti-HER2 qui va aller cibler spécifiquement l'anomalie sur ce type de cellules cancéreuses, puis l'intervention chirurgicale, puis la radiothérapie, et éventuellement, je ne le vois pas là, mais éventuellement un traitement de rattrapage aussi après l'intervention chirurgicale, si jamais la réponse au traitement premier, qui était la chimiothérapie première, n'a pas été suffisante. Donc ça, c'est un rapide balayage des différents types de séquences de traitement et des différents types de traitements que peuvent recevoir les patientes. Pour ce qui est de la chirurgie, puisqu'on m'a demandé aussi de vous parler un peu des effets secondaires, les effets secondaires de la chirurgie, alors d'abord sur le sein, en tout cas les complications, comme toute intervention chirurgicale, il peut y avoir des troubles de la cicatrisation, des saignements, une infection, parfois des douleurs qui peuvent persister dans les suites de l'intervention, une raideur qui peut apparaître au niveau du sein, évidemment l'impact psychologique qu'a cette intervention chirurgicale qui va être différente en fonction de si le geste est radical ou non, puis en fonction de son histoire personnelle. Et puis dans certains cas aussi, l'apparition d'une espèce de lymphe en fait, au niveau du site opératoire. Pour ce qui est de l'exploration chirurgicale ganglionnaire, donc il peut y avoir les mêmes types de complications, infections, hématomes, troubles de la cicatrisation, mais également des lymphocèles, donc une accumulation de lymphe au niveau du creux axillaire, donc dans les selles. Et puis parfois des petites cordes qui peuvent se mettre en fait dans le creux de l'aisselle, ce qui vont limiter vraiment la mobilité du bras, l'amplitude d'utilisation du bras. Donc ça peut être vraiment prévenu par de la kinésithérapie qui est en général commencée de manière assez précoce après l'intervention chirurgicale. Quand on pense effets secondaires, on pense surtout à la chimiothérapie dans le cancer du sein. Je n'ai pas fait une liste exhaustive de tous les effets secondaires de la chimiothérapie parce que sinon c'est catalogue et puis c'est en plus très effrayant. Mais globalement, les effets secondaires principaux, c'est évidemment la fatigue, c'est la chute des cheveux, les nausées, parfois les vomissements, mais c'est surtout les nausées. Et puis des choses qui sont, je pense, assez peu communiquées avec les patientes, c'est l'impact que peut avoir la chimiothérapie sur les capacités cognitives. Il y a beaucoup de patientes qui se plaignent en fait, de troubles de la mémoire pendant le traitement de chimiothérapie, alors qu'ils sont probablement d'origine multifactorielle, mais c'est quelque chose qui existe, qui peut persister également un peu après, j'en reparlerai. Autre chose, il peut également y avoir ce qu'on appelle une neuropathie, donc sensation de picotement, parfois de douleur ou de baisse de sensibilité au niveau des mains, au niveau des pieds, donc des extrémités.
Pour ce qui est de l'immunothérapie, on en entend beaucoup parler dans les médias. C'est décrit un peu comme le traitement miracle. Alors c'est sûr que ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas non plus dénué d'effets secondaires. Globalement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de l'immunothérapie, c'est d'aller potentialiser le système immunitaire pour qu'il aille attaquer les cellules cancéreuses. Mais dans un certain nombre de cas, en fait, le système immunitaire va en quelque sorte s'emballer. Et ça peut survenir à n'importe quel endroit dans le corps, donc n'importe quel organe. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'immunothérapie donne peu d'effets secondaires, mais quand elle en donne, ça peut donner à peu près n'importe quoi, n'importe où dans le corps. Donc ça peut atteindre par exemple les organes endocriniens comme la thyroïde, les surrénales qui sont des petites glandes qu'on a au-dessus de nos reins. Ça peut entraîner des inflammations au niveau du foie, inflammations au niveau de la peau, une atteinte du cœur, etc. Donc globalement, ça peut tout donner. L'inconvénient, c'est que dans un certain nombre de cas, ça peut également persister à l'arrêt des traitements. Pour ce qui est de l'hormonothérapie, qui est très largement prescrit dans le cancer du sein, même chose, hein, la liste d'effets secondaires n'est pas du tout exhaustive là, mais effets secondaires principaux, ça va être les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires, la prise de poids, parfois des troubles de l'humeur. Alors ça, c'est très variable d'une patiente à l'autre. Et puis, parfois également, enfin, impact également, je vous parlais des troubles de la mémoire tout à l'heure, donc là, l'hormonothérapie peut également provoquer des petits troubles de la mémoire. Pour les patientes qui sont à plus haut risque de récidive, on a deux nouveaux, qui sont relativement nouveaux, on va dire on les prescrit depuis à peu près, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Le premier qui est l'abemaciclib qui se prescrit en combinaison avec l'hormonothérapie pendant 2 ans. Donc l'hormonothérapie, c'est au moins 50 traitements pour toutes les patientes. L'abemaciclib, il est rajouté en plus pendant 2 ans. L'effet secondaire principal de ce traitement, ce sont les diarrhées. Donc quand on pense reprise du travail, parce qu'on pense souvent reprise du travail après la radiothérapie, eh bien en fait, parfois ces diarrhées peuvent être quand même très invalidantes pour les patientes qui veulent reprendre à travailler. Donc ça, c'est à nous, médecins, d'essayer d'adapter les doses du traitement pour limiter au maximum l'impact sur la qualité de vie, l'impact sur la reprise du travail éventuelle. On va dire que c'est vraiment ce qui est le plus limitant. Ça fatigue aussi, mais ce qui ressort vraiment pour les patientes, en tout cas je trouve, ce sont les diarrhées, même si ça a tendance à s'améliorer au fur et à mesure des mois. Et si on arrive relativement bien à juguler, on va dire, les effets secondaires avec les adaptations de doses. Le deuxième traitement qui concerne une petite minorité de patientes, c'est les patientes qui ont une mutation germinale, donc dans leur gène. Donc c'est Angelina Jolie, si c'est plus simple pour certains. Donc c'est une mutation dans les gènes qui va donner une prédisposition au cancer. Donc chez les patientes qui sont également à plus haut risque de récidive, on peut proposer soit en association à l'hormonothérapie pour les cancers du sein hormonodépendants, soit après la séquence thérapeutique pour les cancers du sein triple négatif, on peut proposer ce traitement qu'on appelle olaparib. Les patientes qui ont une anomalie sur ce gène, BRCA, en fait, c'est un gène de réparation de l'ADN. Donc quand il fonctionne moins bien à cause de cette anomalie, ce qui va entraîner une accumulation de mutations qui vont favoriser l'apparition de cancers ultérieurs. L'olaparib va aller bloquer une deuxième enzyme de réparation qui continuait à fonctionner. Et donc dans les cellules cancéreuses, finalement, c'est comme si on leur coupait les 2 jambes. Donc elles avaient encore une jambe qui fonctionnait, on leur coupe la deuxième avec l'olaparib, ce qui fait qu'elles ne peuvent plus avancer. Donc c'est ça le principe du traitement. Et les 2 principaux effets secondaires avec ce traitement-là, c'est la fatigue et la baisse des globules. Donc la baisse de globules pour les patientes, sauf s'il y a de l'anémie, c'est rarement impactant, si ce n'est la surveillance par prise de sang. Mais par contre, la fatigue, ça peut être très invalidant. Et donc ça, c'est un traitement qu'on prescrit pour 1 an en tout. Et en général, dans la période à laquelle on pense à la reprise du travail. Donc une fois tous ces traitements, enfin en tout cas les traitements terminés, pour ce qui est d'hormonothérapie, abemaciclib, olaparib, en général les patientes reprennent à travailler pendant cette période-là. Et après, il y a l'après-cancer. Faut savoir qu'en tant que médecin, on est très mal formé, voire pas formé du tout à l'après-cancer. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel on n'est pas bon du tout sur l'accompagnement après-cancer, sur l'accompagnement vers une reprise du travail. On a pas mal de professionnels avec nous qui nous aident à pallier nos
notre méconnaissance ou nos points faibles là-dedans, mais globalement, en tant qu'oncologue, on est assez peu formé. Et quand on regarde, là, je suis allée en congrès il n'y a pas très longtemps, qui était le congrès européen. Si on regarde, j'ai fait un petit tour de tous les thèmes qu'il y avait, y compris dans les soins de support. J'ai rien trouvé sur le retour au travail, rien trouvé sur ce qui concernait même les troubles de la mémoire qui peuvent également impacter le retour au travail. Donc il y a assez peu de choses encore, même si c'est de plus en plus développé, mais encore assez peu de choses. C'est un sujet de recherche qui reste encore limité, en tout cas en oncologie médicale. Après cancer, donc juste un petit mot sur les séquelles éventuelles des traitements sur le long terme, parce que malheureusement, dans certains cas, certains traitements peuvent avoir des séquelles sur le long terme. Je vous ai parlé tout à l'heure de la neuropathie. On essaye d'être très vigilant pendant les traitements, mais dans un certain nombre de cas, ça peut persister. Donc il y a des métiers comme par exemple musicien ou des métiers manuels où ça peut être vraiment très gênant. Il reste une fatigue et parfois, plus qu'une fatigue, je dirais même plutôt une fatigabilité qui va rester après les traitements. Donc ça s'améliore, mais ça peut persister quelques années après le traitement. Et pour ce qui est de ce qu'on appelle le chemobrain, donc les troubles de la mémoire liés au traitement, en général, si c'est lié à la chimiothérapie, dans l'année ou les 2 ans qui suivent la fin du traitement, ça rentre dans l'ordre. On a maintenant à l'Institut de cancérologie de l'Ouest un petit programme et qui est également disponible en ligne qu'on appelle Oncogite, qui est des petites activités qui sont proposées pour aller justement stimuler la mémoire et essayer de lutter au maximum contre cet effet secondaire-là. La ménopause, c'est aussi important pour des patientes qui n'étaient pas ménopausées. Ça peut également ménopauser, donc également entraîner tout un tas de changements, à la fois corporels, d'humeur. Donc ça, c'est pas à négliger. Et puis l'immunothérapie, je vous le disais tout à l'heure, il peut persister ces effets secondaires-là sur le long terme. Ce qui persiste le plus fréquemment, c'est les effets secondaires qui sont en rapport avec l'appareil endocrinien. Donc il n'est pas rare que les patientes gardent après le traitement, si elles en ont une en cours de traitement, une hypothyroïdie. Ce qui est plus embêtant encore, c'est chez les femmes jeunes, donc de moins de 40 ans en âge de procréer. Ça peut également entraîner des troubles de la reproduction après qui peuvent persister. Donc ça, c'est plus embêtant encore. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, la dernière partie, c'était le retour au travail, donc c'est ce que je vais évoquer. Donc, je suis le seul non spécialiste finalement du traitement du cancer ici. Mon expérience et mon retour sur le cancer, en fait, mon épouse est déjà rendue à son 2e cancer, ça c'est déjà à titre personnel. Et puis surtout dans le cadre du travail, donc en 2022, j'ai été amené à gérer 9 personnes, collaborateurs, administrateurs, conjoints de collaborateurs qui ont été touchés de près ou de loin avec le cancer. Voilà, donc quand on a 9 fois une personne qui vient taper à sa porte en disant « Yann, j'ai quelque chose à te dire qui va certainement impacter la suite ou autre », on se sent un petit peu seul, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc on recherche un petit peu à droite et à gauche savoir ce qui existe dans l'entreprise. Je retourne 2 ans en arrière, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place maintenant. Il n'existait pas grand-chose. Lorsqu'on accueille quelqu'un qui a été malade du cancer ou qui est atteint, on peut être vraiment bienveillant, ça c'est pas un sujet, mais on se rend compte très très vite de la limite de la bienveillance. Et lorsqu'on n'est pas formé ou autre, on peut être très contre-productif sur l'accompagnement de la personne et forcément la guérison derrière. Alors, je n'ai pas préparé de slide pour mon intervention et je trouve que l'image est plutôt bonne parce qu'on voit un parcours de soins qui est finalement très très cadré avec des protocoles ou autres. Et puis le retour du travail, c'est un petit peu le néant. Voilà. Donc, alors je remercie Bertrand qui est à côté de moi, alors, qui me fait intervenir aujourd'hui, mais ça fait pour moi 1 an et demi d'aventure où, dans le cadre de l'entreprise, on est amené à pouvoir porter des projets. Et un des projets que je vais porter, c'est accompagner les collègues qui rentraient dans le schéma de la maladie. Donc, j'ai fait le tour de la Ligue qui m'a beaucoup aidé, de l'ICO qui m'a accompagné, pour pouvoir créer quelque chose dans l'entreprise, donc en relation avec le service RH, donc qui comprend plusieurs points. Déjà de pouvoir créer, on a vu un protocole de soins très très fourni, et c'était déjà dans l'entreprise, pour quelqu'un qui revient, puisse avoir pareil, un petit protocole de retour, pendant la maladie d'ailleurs, et pour le retour,
pour qu'il n'y ait pas de perte de repère. Qu'on ne passe pas voilà, j'ai mon rendez-vous tel jour chez l'oncologue, j'ai rendez-vous tel jour pour le traitement, etc. Et le retour de l'entreprise, il ne se passe plus rien. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est la sensibilisation. Donc Bertrand en reparlera, mais l'idée, c'est qu'en tant que manager, on est souvent les premiers, comme je vous disais tout à l'heure, à recevoir les personnes atteintes et nous ne sommes pas formés sur le sujet. Donc le deuxième axe, c'est justement de pouvoir informer tous les managers de l'entreprise à la réception de cette information-là, de comment la gérer et surtout vers qui diriger et de prendre les bonnes décisions tout de suite pour faciliter le parcours. Bon, voilà, quand on apprend qu'on est malade, c'est déjà un acte assez lourd pour certaines, vous l'avez déjà connu. Et donc l'idée, c'est de ne pas faire empirer ces choses-là. Donc là, le fait avant le départ de la maladie, et puis surtout le retour, on a une approche où, tiens, elles ont vécu le pire. Donc elles reviennent, dans le cadre du travail, ça va être très très facile, sauf que ce n'est pas facile du tout, et il y a un choc des cultures à ce moment-là qui est important et qu'il faut absorber, et je pense que la formation dans ce cadre-là est pour moi prépondérante. Il y avait un autre sujet quand on revient dans l'entreprise et sur lequel c'est le troisième point qu'on travaille avec la Ligue, donc en l'occurrence du cancer de Vendée, c'est le fait de, oui, on est malade, on peut avoir des intervenants externes qui peuvent nous expliquer ce qui se passe, mais lorsqu'on revient dans le travail, finalement, on ne sait pas. Donc le troisième axe de travail, ça va être de former, parce que l'enclenchement va se faire cette fin d'année, de former des patients ressources. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous ce sujet-là, mais de former des patients ressources qui seront des collaborateurs mis à disposition pour qu'un collaborateur, une collaboratrice qui rentre dans le schéma du cancer et de la maladie puisse avoir non seulement un père qui a été malade et qui peut retransmettre son expérience et accueillir l'expérience, mais également qui a eu un retour dans l'entreprise parfois assez douloureux. Donc voilà les trois axes de travail. Donc merci pour l'accompagnement, parce que la partie technique sur la maladie, forcément, c'est pas facile. Et c'est plutôt super sympa. J'ai vécu, pour moi en tout cas, 2 ans super riches à écouter des malades, à écouter des aidants aussi, parce que ça, c'est des personnes qui sont aussi parfois oubliées. Et puis, je me sens un petit peu moins seul, même si, c'est pas la panacée. Il y aura toujours des choses à faire, mais je me sens un petit peu moins seul pour appréhender ces choses-là. Donc voilà. Et je répondrai à vos questions tout à l'heure si vous avez d'autres questions. Merci. Oui, bonjour, je suis Anne-Sophie Basile, assistante sociale à l'ICO. Moi, je suis Céline Thomas, je suis infirmière en pratique avancée à l'ICO. Et donc, on va vous parler des aides au retour à l'emploi. Donc, je laisse la main à la spécialiste. Alors, tout d'abord, on voulait dire que concernant le retour à l'emploi, il n'y a pas de réponse toute faite. On va essayer de vous éclairer avec les acteurs clés aujourd'hui et puis les différents dispositifs, mais selon les régimes, selon l'entreprise, il peut y avoir des modalités différentes, les conventions, etc. Et puis parfois aussi au sein de l'entreprise, comme disait Yann, vous pouvez être la première personne à être malade et tout se met en place par la suite. Donc souvent, nous, on a ces questions-là, c'est quand est-ce que je dois reprendre ? En fait, on n'a pas de réponse à vous donner, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Enfin, bon ou mauvais moment, en fait, il faut que vous soyez prêt, en capacité de, psychologiquement, la maladie, ça bouleverse quand même beaucoup de choses, votre rapport au travail. Et nous, on vous dit si c'est possible, de maintenir un lien avec votre entreprise et pouvoir verbaliser, échanger avec soit d'autres personnes qui sont malades dans le cadre d'ateliers prévus. Par exemple, nous, à l'ICO, on propose des ateliers d'éducation thérapeutique dans le cadre du retour à l'emploi, ou sinon avec les différents interlocuteurs qu'on va vous parler. Donc le médecin traitant, donc c'est lui qui normalement fait tous vos arrêts maladie, c'est lui qui vous accompagne, qui fait le lien entre la ville et l'hôpital. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à lui faire part de toutes vos difficultés, vos questionnements. C'est lui qui prescrira également le temps partiel thérapeutique. Alors, on ne dit pas mi-temps thérapeutique, c'est temps partiel thérapeutique, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc le médecin du travail. Donc là, je reste un petit peu, il y a médecin du travail, médecin de prévention. On va essayer plutôt d'être dans le privé parce que, comme je dis, public-privé, c'est un petit peu différent. Médecin du travail, c'est lui qui donne le feu vert pour la reprise du travail,
enfin feu vert entre guillemets. Vous pouvez le rencontrer à plusieurs reprises pendant votre arrêt de travail. C'est un service gratuit. Votre employeur n'est pas obligé de connaître cette démarche-là. Vous la faites en dehors de lui. On n'a pas noté, mais il y a le médecin conseil aussi qui supervise les arrêts, qui peut vous convoquer pendant l'arrêt maladie pour évaluer votre état de santé et la capacité à reprendre votre activité. C'est lui qui peut aussi décider de la fin de votre temps partiel thérapeutique et d'un passage en invalidité si besoin. Donc, le docteur Robert en parlait tout à l'heure, mais c'est important par rapport aux effets secondaires, les difficultés liées à certaines chirurgies, d'en faire part, d'échanger en tout cas de votre travail, de vos inquiétudes et de votre possible reprise avec l'oncologue, le chirurgien également. Et puis après, autour de vous, il y a tous les services sociaux de la sécurité sociale, et MSA, du personnel, de votre établissement de soins, mais aussi dans certaines entreprises, peut-être l'infirmière du travail, le centre social du personnel, etc. On a une consultation au niveau du CHU d'Angers, au niveau du service pathologie professionnelle, qui est une consultation retravaillée après cancer. Donc c'est tout pour, peut-être que Bertrand pourra détailler plus précisément tout à l'heure, mais c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas de médecin du travail, donc les indépendants, etc. Cette consultation est pour toutes les personnes de la région. Donc ça peut se faire en visio également pour les personnes qui sont loin d'Angers. Oui, je continue. Donc, depuis quelques années, ça ne fait pas très longtemps, il y a un rendez-vous de liaison entre salarié et employeur qui peut être demandé à la demande du salarié ou de l'employeur. En fait, ce n'est pas un rendez-vous médical, ça permet d'informer, l'employeur peut informer le salarié des possibilités de l'arrêt, des conséquences de l'arrêt sur le plan financier, parce que les indemnités journalières, c'est 50% du salaire brut, et après, il y a la prévoyance en fonction des conventions, etc. Donc tout le monde n'a pas de prévoyance, mais il y a des choses quand même à savoir lorsque vous êtes en arrêt maladie. Ça permet de connaître les mesures d'accompagnement, des visites de pré-reprise, etc. Donc c'est un rendez-vous de liaison qui n'est non obligatoire, mais que vous pouvez solliciter. La visite de pré-reprise également, c'est en lien avec le médecin du travail. Vous pouvez en demander, comme je disais tout à l'heure, autant de fois que vous voulez. Ça permet vraiment d'identifier les différents freins par rapport à la reprise du travail et de rechercher les moyens de les lever. J'essaie de ne pas oublier des choses. La visite de pré-reprise. Elle est obligatoire dans les 8 jours d'arrêt. Elle est obligatoire pour toute personne qui est en arrêt de maladie de plus de 60 jours de toute façon. Voilà, donc là, il y a de nouveau un point. Le médecin apprécie ou pas l'aptitude du salarié à reprendre son activité à son poste. Mais nous, on vous encourage vivement à solliciter la visite de pré-reprise et pas arriver lors de la visite de pré-reprise comme ça, sans savoir comment vous allez être, comment va s'organiser votre journée de travail. Alors, l'essai encadré, on va vous en parler un petit peu plus tard, donc je reviendrai un petit peu plus tard. Le temps partiel thérapeutique aussi, on va vous en parler juste après. J'ai un petit trou. Oui. Oui, on va vous en parler maintenant. L'essai encadré, il n'est pas assez utilisé. En tout cas, ça permet, pendant votre arrêt maladie, de tester sur le terrain, réajuster un petit peu votre organisation, votre poste. C'est soumis à l'accord du médecin du travail, du médecin traitant et du médecin conseil. Donc c'est d'une durée de 14 jours, maximum 28 jours. Pendant votre arrêt de maladie, vous êtes toujours, vous percevez toujours vos indemnités journalières ainsi que la prévoyance. Le temps partiel thérapeutique. Donc on ne dit plus mi-temps thérapeutique, ce n'est pas forcément 50%, ça peut être, vous pouvez commencer 2 semaines à 20%, les 2 semaines suivantes 40%, crescendo. C'est une reprise progressive qui est fortement conseillée, mais attention, ce n'est pas forcément accepté par l'employeur. Donc c'est pour ça que garder un lien avec l'employeur, c'est important. Pouvoir échanger avec lui, c'est important. Parfois, il y a des petites entreprises, on voit il y a des métiers bien spécifiques où un temps partiel thérapeutique, c'est compliqué parce que l'employeur ne peut pas financer quelqu'un à côté à temps plein ou la personne refuse à mi-temps. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec l'entreprise.
Au niveau financier également, il peut y avoir un impact. Pour la fonction publique, on ne peut pas être à moins de 50%, mais dans le privé, si par exemple vous démarrez un temps de travail d'un mois à 40%, votre employeur va vous financer vos 40%. La sécurité sociale, toujours 50%, donc il y aura un petit reste de 10%. Soit c'est la prévoyance qui prend le relais, ou soit voilà, rien du tout. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir en tout cas des conséquences financières dessus. Donc on était, voilà, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc le handicap, moi je dis souvent, c'est pas marqué sur votre front, hein, c'est pas, voilà, ça ne se voit pas forcément, hein, notamment dans le cadre du cancer. Ça ne vous définit pas, et cette reconnaissance, en tout cas, vous êtes libre d'informer l'employeur ou pas. Ça ne vous ouvre pas de droit à des allocations quelconques, mais ça vous aide à mettre en place des aides au sein de l'entreprise. C'est une boîte à outils pour vous et pour l'employeur, ça lui permet d'avoir l'accès à des prestations et des aides financières. C'est accordé par la MDPH, Maison départementale pour les personnes handicapées, ou dans certains départements, la Maison départementale de l'autonomie. Voilà. Voilà. Il y a des reclassements professionnels également au sein de l'entreprise. Il y a des bilans de compétences qui peuvent se faire pendant l'arrêt maladie. Il y a si jamais vous reprenez en temps partiel thérapeutique, le temps partiel thérapeutique, c'est maximum 1 an. Dans les 3 ans d'arrêt maladie, si jamais au bout de ce temps-là, vous estimez en tout cas avec le médecin du travail, votre médecin traitant, que l'impossibilité de reprendre à temps plein votre travail, il y a une possibilité de solliciter une invalidité qui peut être voilà, temporaire également, le temps voilà, selon votre temps à vous en fait. Il ne faut pas hésiter également, je me suis noté ça en plus, de solliciter, lorsqu'il y a une prévoyance au sein de l'entreprise, parfois il y a aussi des financements pour des consultations avec des psychologues du travail, par exemple, des coachs, etc. Voilà. Donc, il y a plein d'autres choses, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à maintenir le lien avec l'employeur ou avec vos collègues pendant l'arrêt maladie, et surtout échanger avec les différents médecins que vous allez rencontrer, les différents, voilà, les malades que vous pouvez rencontrer aussi lors de divers ateliers ou dans les associations. Et puis donc, en parallèle, en fait, aussi de toute cette réflexion autour de la reprise du travail, il ne faut pas oublier, donc, Dr Robert a évoqué en fait un peu les conséquences des traitements. Et donc, en fait, il faut savoir que dans les centres et dans les associations qui accompagnent les patients, il y a énormément de soins de support en fait qui sont mis à disposition. Et donc on a donc l'assistante sociale, hein, comme là vous a bien présenté Anne-Sophie, et je pense que c'est indispensable quand on a du questionnement à se retourner vers elle. Il y a les kinés, hein, le docteur Robert en a parlé. On a parlé d'éducation thérapeutique. Dans beaucoup de centres maintenant, l'éducation thérapeutique est proposée, que ce soit pour accompagner les effets des traitements, pour mieux les gérer, pour être plus autonome, mais aussi pour gérer les effets indésirables, comme on avait parlé un petit peu de la prise de poids, donc des ateliers sur l'alimentation. L'activité physique adaptée, il y a de l'accompagnement psychologique, il y a des diététiciennes, des nutritionnistes qui peuvent être mis à disposition. On a des socio-esthéticiennes dans les centres et dans les associations. Dr Robert a parlé d'Oncogite, hein, qui propose vraiment des ateliers qui sont vraiment intéressants, qu'on peut faire de la maison. C'est vraiment très ludique et on a des très bons retours. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser aussi tout ce qui est disponible et qui va être là pour vous aider en fait aussi dans ce projet de retour à l'emploi. Voilà. Je voudrais juste apporter un témoignage par rapport à la reconnaissance personnes handicapées. Moi, je ne l'ai pas fait immédiatement parce que je pense que c'est un pas à franchir que de dire je suis maintenant handicapée. Je n'ai pas pu la faire tout de suite et en fin de compte, il a fallu que je le fasse. Moi, j'étais fonctionnaire ici, dans cette maison, là, dans notre métropole. Et je voulais passer un concours de l'administration. Et je me suis rendu compte que les 4 heures où je devais écrire mon devoir,
je n'étais pas capable physiquement, j'ai eu un cancer du côté droit, je n'étais pas capable physiquement de le faire, de tenir. Donc j'ai fait des répétitions chez moi et tout, j'arrivais pas, j'ai failli me trouver mal, faire des malaises tellement ça donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Et en fin de compte, c'est parce que j'ai dû faire une demande de reconnaissance handicapée qui m'a permis de passer mon concours sur un ordinateur au lieu d'avoir à l'écrire manuellement. Et j'ai eu mon concours. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je veux dire que cette démarche de reconnaissance handicapée, moi, je trouve que c'est encore une épreuve parce que c'est admettre qu'on n'est plus comme avant, quoi. Donc, je vous dirais, essayez de le faire quand même si vous en avez besoin, parce que c'est aussi donner une possibilité. Moi, suite à ça, mon poste de travail a été aménagé. J'ai eu un bras articulé pendant tout le reste de ma carrière pour m'aider justement à tenir mon bras ce temps-là. Donc ça donne des possibilités que je ne connaissais pas. J'ai eu l'appui de l'assistante sociale. Je ne l'ai pas dit à mon employeur que j'étais personne handicapée. J'avais déjà du mal à admettre moi, donc je n'étais pas prête à le dire à tout le monde. Mais c'est quand même un droit, même si c'est difficile à admettre au début. Merci Fabienne. Alors, voilà, donc Bertrand Poron, encore une fois, donc je suis chercheur en psycho-oncologie à l'ICO. Alors, effectivement, vous avez entendu plusieurs discours et moi j'ai plutôt la casquette du chercheur aujourd'hui. Et finalement, en fait, que dit la science? Et c'est un petit peu l'objet de la présentation aujourd'hui, mais j'ai envie de répondre déjà à une question, c'est où en est la science et où en est la science en France? Voilà. Alors, la science sur cette thématique retour au travail existe depuis 2006. Donc, vous voyez que c'est bien une thématique qui finalement est nouvelle parce que globalement on demande à avoir à peu près 10 ans de recul. Vous voyez, pour commencer à avoir des choses relativement correctes pour pouvoir proposer des accompagnements fiables. Donc là, on approche doucement des 20 ans et on commence à avoir des interventions qui sont en pleine éclosion et qui finalement permettent de mieux accompagner les patients. Alors, il y a de nombreuses équipes en France. Effectivement, on va être un peu chauvin, on va parler des Pays de la Loire. On fait un gros travail là-dessus. Il y a de nombreux chercheurs et personnel de terrain aussi, des soins de support, etc. Vous les avez ici, vous les avez aussi à l'ICO ainsi que dans les CHU. Mais il y a aussi des équipes dans d'autres villes en France. Et grâce au travail de l'ensemble de ces équipes, en fait, on est quand même fiers de vous annoncer que la France est le 2e pays mondial sur cette thématique, après les Pays-Bas. Donc ça veut dire qu'en fait, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a quand même une unité pour pouvoir faire avancer la condition des patients et les accompagner dans un retour au travail qui est durable, qui se veut durable et surtout en santé. On va en parler juste maintenant. Alors, si on rentre un petit peu plus dans que dit la science maintenant. Alors, pour que dire la science, je vais vous inviter à une petite séance de cinéma. 2 petites secondes, Delphine, avant. Non, j'ai dit 2 petites secondes, merci. Voilà, puisque nous avons créé avec le professeur Yves Roclore du CHU d'Angers, l'Université d'Angers, un programme qui s'appelle le programme Rework. Et c'est un programme de recherche-action. Alors, c'est quoi la recherche-action? La recherche-action, c'est la recherche qui se passe en dehors du laboratoire. Et au-delà de ça, c'est la recherche qui se passe avec l'humain. Voilà. L'idée, ce n'est plus de faire pour, mais de faire avec et pour. C'est de travailler avec les patients, travailler avec les managers, travailler avec les professionnels de santé, les médecins du travail, les médecins généralistes, etc., etc., pour construire des dispositifs et pour trouver des solutions qui correspondent à tout le monde. C'est vraiment le programme qu'on a souhaité mettre en place, et il n'aurait jamais pu être mis en place sans le CIRIC-ILIAD, sans l'Institut national du cancer, sans l'ensemble de nos financeurs, sans le Cancéropole Grand Ouest, parce que ce sont tous ces acteurs qui gravitent autour de nous, mais qui nous permettent en fait aujourd'hui d'exister et de faire exister nos travaux. Ce sont aussi les patients, les patientes, ce sont aussi les jeunes chercheurs, et je tiens vraiment à remercier tout le monde, parce qu'aujourd'hui je me fais un peu porte-parole du programme, mais c'est vraiment un travail d'équipe, c'est plus de 50 personnes autour de nous, et tout ce que je vais vous présenter et tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, c'est le fruit de travail de maintenant de 6 à 7 ans de boulot pour certains, une dizaine, presque une vingtaine d'années pour d'autres, et des fois d'autres même une carrière entière. Mais chacun a apporté sa pierre à l'édifice, et je pense que c'est ça le plus important. Même ceux qui sont arrivés il y a 3 mois, ils ont déjà fourni beaucoup. Voilà. Alors, j'ai une bouteille d'eau qui me gêne, donc je vais la pousser. Voilà. Donc, je vous invite à une petite séance de cinéma pour vous présenter un petit peu ce programme dans le détail.
La problématique du retour au travail, c'est une problématique qui est finalement très individuelle, parce que chaque patiente a ses besoins qui sont personnels, et cela mérite finalement une prise en charge sur mesure. Il faut pouvoir le préparer le plus tôt possible, parce que certaines patientes ont des difficultés en termes de fatigue, une fatigue qui peut être physique ou même cognitive. Il va falloir travailler avec elles sur cette fatigue, peut-être la diminuer par de l'activité physique adaptée, ou par d'autres moyens, tels que une prise en charge nutritionnelle ou même psychologique, pour pouvoir l'apprendre à faire face. Et puis, il y a aussi cette notion de confiance en soi, parce que les conditions de travail ne le permettent parfois pas, parce qu'il y a des antécédents au sein de l'entreprise, ou tout simplement une envie de changer de carrière, voilà, ça peut arriver. Et donc du coup, le cancer, finalement, va être un catalyseur de toutes ces réflexions, et va accélérer tout ça pour finalement donner l'envie à la patiente de vraiment changer de vie, ou en tout cas de peut-être retourner au travail, mais différemment. Aujourd'hui, on compte à peu près 25% de patients pour lesquels le retour au travail est vraiment compliqué et qui méritent un accompagnement très précis. Alors, ce qui était connu avant que nous, on se lance dans le projet, c'est évidemment que les femmes qui ont un stade avancé, qui ont des traitements plus lourds, ont des difficultés de retour au travail et des délais plus longs à retourner à leur travail. Et nous, on s'est intéressé plus particulièrement au parcours de soins, donc de voir si des parcours de soins différents pouvaient avoir un impact sur le délai de retour. On sait qu'il y a des déserts médicaux en France, on sait que certaines femmes n'ont pas un temps d'accès, par exemple, aux différents centres de soins qui sont les mêmes. Donc finalement, la prise en charge pour le cancer, elle peut être retardée, elle peut même ne pas être la même, éventuellement. Donc ça, c'est un point aussi qu'on a envie de regarder, de voir si finalement il y a une inégalité d'accès aux soins et si ça peut impacter finalement ce retour au travail. Le retour au travail, c'est paradoxal, c'est que le cancer est plutôt un élément favorable. C'est plus compliqué du point de vue du patient, parce qu'évidemment c'est une maladie plus grave que les lombalgies, mais du côté de l'entreprise, il y a plus de bonne volonté, parce qu'on ne peut pas être contre. Personne n'est contre réintégrer des patients souffrant, ayant souffert d'un cancer ou avec des séquelles de cancer. Moi, ce qui ressort des entretiens plutôt qualitatifs qu'on a eus avec des chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont peur de mal faire. Que ce soit des dirigeants ou des cadres des ressources humaines ou même des cadres de proximité, tout le monde veut essayer de bien faire. Par contre, on ne sait pas très bien comment faire, ça crée des angoisses. C'est, par exemple, est-ce qu'il faut garder le lien ou pas? Est-ce qu'il faut appeler fréquemment? Mais on a peur d'être intrusif. Est-ce qu'il faut aborder même la question du cancer qui renvoie à la question de la finitude? Ce qui est délicat. Et un manager, ce n'est pas son métier. Lui, c'est de faire fonctionner l'entreprise ou d'animer un groupe de salariés. Et donc, dans le programme, l'idée, c'est de les aider et d'apporter des recommandations ou des moments d'échange, des échanges de bonnes pratiques. Parce qu'il n'y a pas de règles, en fait. C'est finalement des règles assez humaines. C'est en tous les cas, l'enjeu, c'est de faire que cette question soit une question dans l'entreprise qui puisse être débattue avec un acteur clé qui est quand même le médecin du travail. Mais c'est de créer cette dynamique où on peut échanger au fil du temps sur ces questions-là. Et tous les efforts qu'on fait pour maintenir en emploi des personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie chronique en général, ça sert pour les autres. Donc c'est aussi un élément de résilience de l'entreprise, de motivation, de justice, en fait, de justice organisationnelle. Et ça a montré que ça a des effets positifs même sur l'efficacité de l'entreprise. Il y a vraiment une vie après le cancer. Et il faut pouvoir s'imaginer après, dans l'après-traitement. Il faut pouvoir se projeter, parce que ça projette aussi des aspects plus positifs de la vie. Ça permet de voir au-delà. Et en parler le plus tôt possible, c'est voir les choses finalement, voir le parcours de façon plus positive, quel qu'il soit. Nous restons positifs et nous savons que les choses vont évoluer grâce à l'ensemble des travaux de la communauté scientifique, mais aussi médicale. Et on sait qu'on va réussir à faire bouger les murs pour pouvoir de mieux en mieux accompagner les patientes. Merci Delphine, merci à vous. Merci. Alors, c'est bon? Alors, c'est vrai que dans cette vidéo, on fait beaucoup de promesses, hein, mais on a essayé de les tenir, ces promesses, parce que finalement, cette vidéo, elle a maintenant 2 ans, on se le disait, voire peut-être même 2 ans et demi. Voilà, c'était l'ancienne génération de la brochure, on en a une nouvelle. Donc maintenant, l'idée, c'est de vous montrer un peu si on a tenu nos promesses ces dernières années. Alors, effectivement, pour revenir un peu sur ce qui a été dit et ce qui est dit aussi dans la vidéo,
Lorsqu'on parle de facteurs qui peuvent prédire, qui peuvent encourager ou même freiner le retour au travail, globalement, il faut en considérer 62. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Effectivement, la patiente et son entourage sont au cœur du dispositif, donc forcément, ils sont au cœur des préoccupations. Donc évidemment, on a parlé de la fatigue, on a parlé des difficultés cognitives, parfois des douleurs, qui sont variables dans le temps. Voilà. Ce fameux handicap invisible dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, il y a quelque chose dont on parle moins, mais que les patientes disent souvent, c'est qu'après cette épreuve, on est quand même autrement soi-même. Et on n'a peut-être pas envie de retourner au travail comme avant. On n'a peut-être pas envie non plus de travailler autant qu'avant. Peut-être que la santé et la famille sont un petit peu plus importants maintenant que de s'acharner au boulot et de s'y mettre à 3000% et de répondre à des exigences des uns et des autres. Mais ça, quelqu'un qui n'est pas tombé malade ou qui n'a pas vécu la maladie de près ou de loin a du mal à comprendre ça. Et donc, il y a des fois des difficultés à pouvoir échanger aussi, à pouvoir communiquer, à pouvoir dire stop, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de vivre ma vie aussi. Et donc, c'est vers tout ça qu'il faut accompagner les patients, mais aussi les managers. Parce que les managers, en fait, ils sont pas... Alors, j'en ai un à ma gauche avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant et qui en est le parfait exemple. Les managers sont humains et ont vraiment la volonté de pouvoir développer des choses pour leurs collaborateurs et accompagner leurs collaborateurs. Par contre, effectivement, comme le dit Yves Roclor et comme ça a été dit avant, ce n'est pas leur métier. Le cancer, à la base, ils ne savent pas. Donc si on ne leur explique pas ce que c'est qu'une déficience cognitive liée à la chimiothérapie, si on ne leur explique pas ce que c'est que la variabilité de la fatigue ou des douleurs articulaires qui peuvent être générées par l'hormonothérapie, comme ça a été très bien présenté avant, en fait, ils ne savent pas. Donc parfois, c'est un manque de connaissances et finalement de compétences qui font qu'à un moment donné, il faut essayer de les accompagner. Peut-être pas de les éduquer, mais en tout cas de les accompagner. Les médecins le disent eux-mêmes. Le cancer, on sait soigner. Par contre, le travail, on ne connaît pas. Moi, je suis oncologue. Enfin, je ne suis pas oncologue, mais la collègue le disait. Je suis oncologue, je ne suis pas médecin du travail. Le médecin du travail, à contrario, va dire la même chose. Je suis médecin du travail, mais je ne suis pas oncologue. Donc, il faut pouvoir réunir tous ces acteurs, avec évidemment le médecin généraliste, lorsque le patient est un médecin généraliste, tout en prenant en compte la légalité, le système administratif, les exigences culturelles de chaque pays, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, c'est un défi qui est très complexe, qui a l'air simple quand on en parle et qu'on veut mettre quelque chose en place, mais lorsqu'on rentre dans le détail et qu'on va voir un petit peu ce qui se passe en dessous du capot et de se dire, là, en fait, clairement, j'ai envie d'accompagner cette patiente, sur quelle variable est-ce que je dois appuyer en tant que psychologue, sur quoi est-ce que je dois générer des choses pour que la patiente puisse dire, ok, là je suis prête, là j'en ai envie, là c'est important pour moi, ou tout simplement, je n'en veux pas. Voilà. Alors, non ? Oui. Alors, pour faire simple, et pour éviter de rentrer dans une espèce de 62 déterminants, en fait, je l'ai résumé ainsi. Alors, désolé, c'est en anglais, mais je l'ai résumé ainsi. Lorsqu'on va parler de retour au travail, on va regarder principalement 2 choses. D'un côté, les conditions de travail, qui sont très importantes, parce que forcément, si on a une patiente qui n'arrive pas à lever le bras et qu'elle passe ses journées à devoir porter des cartons, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir lui proposer de faire du retour au travail. Et puis, on va regarder aussi les capacités physiques, psychologiques, cognitives des patients. Et puis, on va faire ce petit rapport et se dire, là, finalement, le travail est un challenge, parce que finalement, tout est ouvert, vous pouvez retourner au travail, donc on va vous accompagner vers un parcours finalement qui se veut relativement simple, et souvent, en fait, les patients ne viennent quasiment pas nous voir dans ce cas-là. Celles qui commencent à venir nous voir la plupart du temps, c'est celles qui ont besoin de cette certitude que le travail va être bénéfique pour leur santé. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça notre objectif, c'est que le travail devienne thérapeutique après une maladie comme le cancer. Et puis, lorsqu'on rentre dans l'orange, alors là, forcément, le travail n'est plus thérapeutique, il peut devenir presque un danger. Et là, donc, du coup, on va voir si on peut former l'entreprise, si on peut accompagner le manager, si on peut mettre en place un dispositif au sein de l'entreprise pour pouvoir générer un retour au travail qui se fait durable. Pour les patientes qui sont dans le rouge, là, la situation de travail n'est plus du tout compatible avec l'état de santé. Et là, en fait, on va plutôt dire qu'on va faire du non-retour au travail. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette figure, alors je l'aime bien parce que c'est moi qui l'ai dessiné, je ne vais pas mentir, mais en fait, ce que j'aime bien dans cette figure, c'est qu'en fait, on a cette idée que le retour au travail
finalement, doit être bénéfique pour la santé de la patiente, parce que c'est la santé qui est la plus importante, avant même de générer du retour au travail. Alors, là, on a l'impression qu'on met les patients dans des cases, et puis on dit, bon, vous êtes là, c'est bon, on vous accompagne, etc. En fait, ce n'est pas totalement vrai. Parce que ce qu'on va regarder en plus, c'est le we can do it. Vous voyez ? Ce sont ces patients, en fait, qui sont dans cet orange et qui sont dans le rouge, parce qu'il y en a, ils existent, mais qui ont cette force, en fait, personnelle, qui ont cette confiance en eux, qui ont cette capacité à faire face aux différents événements, qui ont cette capacité à faire face aux différentes difficultés et aux effets secondaires, et qui disent, mais en fait, moi, je suis capable, finalement, d'y aller. Alors, nous, quand on prend un patient en charge, c'est ce qu'on apprend aux patients à faire face aux éléments. Il y en a qui l'ont de façon innée, tant mieux, et c'est très bien. Et puis, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés pour apprendre à faire face. C'est tout l'objet, en fait, d'une prise en charge, la plupart du temps, au-delà, effectivement, de la prise en charge sociale, qui se veut justement dans l'accompagnement de tous les dossiers administratifs, etc., qui est aussi très nécessaire pour les patientes. Donc, ce we can do it, il est important, parce qu'on a vu des patientes qui, initialement, ne pouvaient absolument pas retourner au travail, et qui, finalement, aujourd'hui, retravaillent et sont en pleine santé, et on est très content pour elles. Alors, c'est un peu ce que je disais, hein. Et pour moi, cette diapo, c'est sans doute la plus importante de toutes, c'est le retour au travail ne doit en aucun cas être une injonction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est protéger la santé, protéger la qualité de vie des patients. Et si le non-retour au travail est la situation favorable pour protéger la santé d'un patient, bien sûr qu'il ne retournera pas au travail. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt protéger la qualité de vie. Mais encore faut-il savoir ce que c'est que la qualité de vie. Parce que je suis à peu près sûr que si je fais un tour de salle, chacun aura sa propre définition de la qualité de vie. Certains vont préférer avoir beaucoup d'argent, d'autres avoir une vie amoureuse complètement épanouie, d'autres être heureux au travail, d'autres vont peut-être préférer être juste en bonne santé, et puis d'autres encore, ça va plutôt être un équilibre parmi tout ça. Donc c'est vraiment à la fois la beauté, mais aussi la difficulté d'un accompagnement comme ça, parce que finalement, on est vraiment dans l'unicité. Chaque patient est vraiment unique et chaque patient va nécessiter finalement une attention qui se veut totalement différente parce qu'il aura des besoins différents. Donc oui, la science va vous dire de grandes généralités, mais la vérité, c'est vous qui l'avez en fait. Et Anne-Sophie le disait très bien, le bon moment du retour au travail, moi j'ai tendance à dire, le bon moment, c'est celui du patient. Vous voyez ? On ne va pas obliger un patient à retourner au travail à la fin de sa chimio, ni un an après. C'est vraiment lui ou elle qui décide à un moment donné si il ou elle peut. Alors vous allez me dire, oui, il y a des obligations financières, etc., etc. Comment on fait ? Il y a des systèmes qui existent pour accompagner les patients et pour retrouver une vie sociale, financière, etc., relativement stable. Et on en parlera sans doute au fur et à mesure. Alors, pour parler des managers un petit peu, on a eu le discours de Yann. Effectivement, au sein du Crédit Agricole, nous mettons, avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest, nous mettons en place petit à petit un dispositif, en tout cas nous les accompagnons vers un dispositif qui va favoriser le retour au travail de leurs collaborateurs. Parce qu'effectivement, on veut bien avoir une partie hospitalière, par contre, l'hôpital qui agit en entreprise, ce n'est pas non plus la totale solution. Il faut aussi que les entreprises puissent proposer des dispositifs. Donc, l'Institut national du cancer propose un club d'entreprise. Il y a de plus en plus de chartes qui sont proposées. La charte de l'INCa, la charte de l'INCa qu'on décline d'ailleurs en région, la charte de la Ligue. Enfin bon, voilà, il y a plein de chartes qui existent. Et de façon globale, il y a de gros groupes, dont le groupe Crédit Agricole, qui signent ces chartes qui se veulent nationales ou parfois régionales, et qui s'engagent finalement à pouvoir accompagner. C'est un peu ce que je disais, c'est que finalement les entreprises, les managers ont envie, ils veulent, ils sont volontaires, par contre ils ne savent pas faire, et ils ont besoin qu'on travaille ensemble. Encore une fois, on est dans la recherche-action, donc on est vraiment dans le travailler ensemble, avec et pour. Voilà. Alors, j'ai résumé ça en quelques lignes, parce que, pour tout vous dire, on a fait plein de travaux avec des Néerlandais, et tout ça, et tout ça, et tout ça. On s'est dit, ouais, on va identifier des actions managériales, on a fait un beau fascicule, merci Yann pour la relecture, qui va apparaître normalement ce mois-ci, puisqu'il est en phase d'impression. Et puis, alors moi, ça m'a fait sourire, parce que quelques temps après, j'ai été contacté par des Canadiens qui m'ont dit, tiens Bertrand, ton étude sur les actions managériales, ça nous a intéressé et tout ça. Est-ce que tu peux la répliquer avec nous au Canada ? Donc j'ai dit, pourquoi pas, on y va, c'est parti. Bon, c'est les collègues avec qui je travaille au quotidien, donc pour moi, c'était dans la suite de mes travaux. Et en fait, on a eu quelque chose d'assez sympa. C'est qu'en fait, l'ensemble des employeurs ou des managers canadiens disaient, mais en fait, désolé pour le mot, mais on va vraiment s'emmerder avec des actions.
qui se veulent en fait très bien et très top et tout ça, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas juste résumer ça en disant mais restez humain? Et en étant humain, vous saurez quoi faire. Écoutez juste la personne, accordez-lui un minimum d'attention, et vous saurez quoi faire, puisque de toute façon, elle va vous le demander en fait. Voilà. Alors c'est pour ça que je le résume comme ça, en disant il existe de nombreuses actions managériales. On a travaillé là-dessus et c'est très important de les connaître. Mais lorsqu'on n'a pas cette connaissance, finalement, rester humain, c'est tout aussi bien. Alors, il y a aussi une nécessité d'établir un lien entre l'hôpital, la ville et l'entreprise. C'est-à-dire que si chaque entité travaille dans son côté, finalement, en fait, on n'y arrivera pas. Alors, vous voyez, hein, finalement, en fait, aujourd'hui, là, je pense qu'on est quand même assez représentatif de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on travaille justement sur ce lien, on arrive à faire ce lien, et il va falloir maintenant réussir à coordonner tout ça. Et coordonner, c'est pas si simple, vous voyez, parce qu'il faut comprendre, c'est encore une fois, c'est travailler ensemble. Donc il faut savoir écouter l'autre, comprendre son langage, le fameux jargon. Voilà, comprendre aussi, apprendre à parler à un patient, parce que parfois, en fait, des fois, alors nous chercheurs, je ne parle pas des médecins, mais en tout cas nous chercheurs, on part dans nos P, dans nos études mixtes et compagnie, etc., avec des termes assez complexes, et puis on a un patient, et puis à la fin on lui dit « Alors, t'en penses quoi de l'étude ?» Oui, c'est très bien, vous avez l'air de savoir ce que vous dites, tant mieux. Non, en fait, là, le contrat, il n'est pas rempli, vous voyez. Le contrat est rempli à partir du moment où le patient ou la patiente nous dit « Moi, mon avis sur ton étude, c'est ça. J'aimerais que tu modifies ça. » Là, j'estime que j'ai gagné. Vous voyez ? Voilà. Alors, on a créé ensemble, hein, Fabienne l'a bien présenté, des outils concrets, élaborés, donc je l'ai bien mis avec et pour les patientes. Et je vous dis bien avec et pour les patientes, puisque la directrice de communication qui nous a aidés à créer ces outils est une patiente. Son conjoint, la vidéo que vous avez vue, c'est son conjoint qui l'a tournée, donc forcément c'est un aidant. On a d'autres vidéos, on a d'autres outils. On a créé ces outils avec Fabienne et son équipe. On a des outils, en fait, donc comme celui-là qui est disponible, la brochure Cancer et Travail. On a aussi des outils, celui-là qui sortira pas tout de suite, j'en suis désolé, en jaune, parce que pour l'instant, c'est plus pour notre consultation et on est en train de l'évaluer, donc il faudra attendre un petit peu encore pour pouvoir le voir venir, en tout cas qu'il soit diffusé au grand public. Donc là, en fait, c'est vraiment une espèce de carnet de bord qu'on a créé pour les patientes, dans tout leur parcours de retour au travail, où elles vont pouvoir en fait préparer leur entretien, se poser un moment chez elles pour se dire, finalement, en fait, là, pendant cet entretien, j'ai envie de discuter de ça vis-à-vis de mon emploi, parce que j'éprouve telle difficulté au niveau professionnel, telle difficulté au niveau personnel, et ça va permettre finalement de fluidifier les entretiens, justement parce que lorsqu'il y a des difficultés cognitives, parfois on oublie, on a un manque du mot, et on sort de l'entretien avec le professionnel de santé, et on se dit, mince, je n'ai pas parlé de ça. Là, l'idée de ce carnet, c'est d'éviter ça. Ça va permettre aussi, un peu comme un carnet de santé, je pense que tout le monde le connaît ici, le carnet de santé, d'avoir ce suivi, voilà, un peu dans le temps, de dire, tiens, il y a 3 mois, je pensais ça, aujourd'hui, je pense ça, j'ai vraiment évolué. Donc ça marque en fait chaque étape du parcours. On a des pages conseils. On a aussi pensé, donc on a travaillé avec une cruciverbiste, j'aime beaucoup ce mot, qui est aussi une ancienne patiente, et qui nous a fait en fait des jeux pour exercer les fonctions cognitives des patientes, donc des kakuro, des sudoku, des jeux de mots fléchés, à différents niveaux. On a essayé de vraiment penser à tout, et c'était tout l'intérêt de travailler avec les patients, parce qu'à chaque fois, ils disaient, lorsque tu arrives à cette page-là, on est à peu près à ce moment-là du temps du traitement, et à ce moment-là, on a cette question-là qui se pose, vas-y, je t'apporte ta réponse. Et puis, le dernier, encore une fois, merci Yann pour la relecture, on a travaillé aussi avec des managers, justement sur les actions managériales, sur comment on peut aider et accompagner les managers dans le processus de retour au travail. Alors là, ce sont les 3 outils que je vous montre, il y en a plein d'autres, mais ça a été vraiment une aventure assez intéressante, et j'espère que vous voyez que j'en suis vraiment ravi, de voir qu'aujourd'hui, finalement, on arrive à un parcours qui se veut novateur dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est un parcours que l'on a élaboré ensemble, que l'on a instauré au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, et ce parcours, il va vous être présenté, justement, j'ai le plaisir de travailler avec Anne-Sophie et Céline depuis quelques mois maintenant sur ce parcours, et on est très content aujourd'hui de vous annoncer qu'il va bientôt ouvrir en octobre, fin octobre, début novembre 2024, pour des patients, notamment des patientes qui ont un cancer du sein et qui travaillent dans le secteur privé. Alors pourquoi le secteur privé ? Parce que c'est quand même 75% de notre fil actif de patients, mais c'est aussi parce que dans le secteur public, il y a encore des spécificités qu'il faut qu'on arrive à lever pour pouvoir mieux accompagner les patients. Alors ce parcours, je ne vais pas vous le détailler parce qu'il va être redit, mais
c'est une nouvelle fonction en France qui s'appelle de la coordination hospitalière de retour au travail, qui n'existe pas du tout. Et pour vous dire, parce que en fait, je vous ai dit qu'on allait tenir nos promesses, et en fait, on les a tenues, puisqu'en janvier 2024, j'ai été au Parlement européen et j'ai présenté ce projet de coordination hospitalière de retour au travail. Et aujourd'hui, on a des députés européens qui nous suivent, qui nous accompagnent aussi dans la mise en place de ce projet. Et en fait, grâce à eux, on est en train de dessiner un projet de loi qui se voudra français pour l'instant, mais j'espère qu'il se voudra européen pour la suite, pour que chaque patient diagnostiqué d'un cancer puisse bénéficier d'une coordination hospitalière de retour au travail qui se veuille gratuite et ouverte complètement dans l'accompagnement. Donc, le Parlement européen est vraiment à l'écoute de nos travaux. Ils attendent nos résultats. Pour l'instant, on est en phase d'expérimentation, mais on espère vous annoncer de très bonnes nouvelles dans les prochaines années. Alors, le message, c'est celui-là. Hein. Le mot « ensemble », je pense que vous l'avez bien compris. Mais ensemble, l'idée, c'est vraiment de contribuer à améliorer la prise en charge des patients qui se veut psychosocial vers le retour au travail et à l'avenir. Je me dois, et je ne peux pas, de toute façon, ne pas remercier les financeurs, parce qu'à chaque fois que je présente, je suis quand même obligé de le faire. Alors, je tiens d'abord avant tout à remercier le CIRIC Iliad, parce que ça a été les premiers à nous financer sur ces projets-là, à nous accompagner depuis des années. Et donc, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui, en fait. Voilà, donc vraiment, avant tout, merci le CIRIC Iliad. Merci évidemment au Cancéropole Grand Ouest pour la confiance qu'il m'accorde, en tout cas, et qui nous accorde, mais qui m'accorde très précisément depuis 2019. Et puis, merci à l'ARS Pays de la Loire qui croit en notre projet et qui nous finance nos coordinatrices de retour au travail, et aussi à l'Institut national du cancer qui finance l'ensemble du projet, notamment l'évaluation de ce projet qui nous permettra d'aboutir à quelque chose, je l'espère, de totalement fiable pour les patients. Et je vous remercie à vous. Et puis donc on va vous présenter en fait les conclusions un petit peu et ce qui va se mettre en place, qu'on va tester, ce qu'on va expérimenter en fait là prochainement. Donc c'est ces coordinateurs hospitaliers de retour au travail. Donc c'est dans le cadre d'une étude et donc ça va être une étude qui va se faire à l'Institut de cancérologie de l'Ouest sur les 2 sites, donc avec 2 professionnels donc Anne-Sophie qui est assistante sociale, moi qui suis infirmière en pratique avancée. Donc comme disait Marie, on n'est pas spécialiste, alors moi encore moins spécialiste du retour au travail, donc ça a été une année de formation aussi pour pouvoir mieux accompagner les patientes. Et donc avec le soutien d'Anne-Sophie qui, elle, a les bonnes ressources de départ. Et donc ce CORAT, ce coordinateur hospitalier de retour au travail, ça va être un peu comme un référent pour les patientes. On va être à la disposition des patientes dans un cadre d'études assez tôt dans la prise en charge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on parle du retour au travail plutôt vers la fin du parcours qu'a présenté Marie. Là, on va peut-être venir beaucoup plus tôt. Et donc, les patientes pourront nous solliciter et on pourra les rencontrer pour faire un petit peu un point, un état des lieux de là où elles en sont, de leur projet, de ce qu'elles ressentent, comment elles envisagent ce travail, leurs difficultés. Et ça va vraiment être des temps d'échange. On va les faire à des moments au choix du patient, toujours. Donc, on les rencontrera une première fois. Ce sera un temps vraiment qui sera peut-être un petit peu plus long. Et après, à la demande, elles nous ressolliciteront et on pourra les voir et on refera le point de nouveau pour voir comment elles cheminent sur leur projet. L'objectif, c'est dans le cadre de ces projets de permettre une verbalisation. C'est aussi du temps qui est dédié pour ça, puisqu'aujourd'hui, les consultations avec les oncologues sont des temps qui sont quand même relativement courts et nous, on va avoir des temps beaucoup plus longs pour les patientes. On va pouvoir aussi permettre une verbalisation du retentissement aussi des traitements pour qu'on puisse évaluer les besoins, faire aussi des propositions et on va aussi aider les patientes à choisir dans tout l'arsenal de propositions qu'on peut faire ce qui leur semble le plus adapté, ce qu'elles ont envie d'essayer. Et donc, on va pouvoir un peu les aiguiller, les guider. Et en fait, ensuite, on va les accompagner aussi dans toute la mise en place de ce retour au travail, les guider dans les démarches, orienter vers l'assistante sociale, s'il y a vraiment besoin de refaire un point bien précis.
Et on va les accompagner aussi au-delà, c'est-à-dire après le retour à l'emploi, pendant un temps donné, pour voir un peu comment se passe ce retour. Donc ça va être aussi un rôle de coordinateur avec les oncologues, avec les chirurgiens. Ça va être aussi un coordinateur avec les médecins traitants, avec le médecin du travail. Et donc, par l'intermédiaire des patients qu'on va rencontrer, on va essayer, suite à tous ces échanges, de faire des propositions autour du retour au travail. Et c'est les patientes qui vont élaborer leur projet, comment elles envisagent de reprendre. Et pour les aider, Bertrand vient de vous présenter les outils. Donc, il y a ce carnet d'informations sur cancer et travail. Et il va y avoir un livret qui va permettre d'aider la patiente à cheminer tout au long de ces échanges. On va s'appuyer beaucoup en fait, sur ces écrits qui seront faits en dehors de ces échanges pour justement pouvoir avancer et les accompagner. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, on espère que l'ensemble, on a vraiment, encore une fois, co-construit le discours. Hein. Vous voyez, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. C'était aussi l'idée de vous montrer comment on travaille ensemble. Donc, on vous remercie de votre attention. Effectivement, on tient à dire qu'effectivement, on sait qu'il y a des fois des problématiques qui sont très personnelles. Pour éviter d'avoir à rendre votre vie privée publique, n'hésitez pas à contacter justement l'ensemble des services que l'on a listés pour vous. Il y a la brochure qui est disponible, on a un certain nombre d'exemplaires disponibles au stand du Cérikiliade juste derrière. Voilà, donc si vous avez des questions précises, que vous êtes gêné justement sur ces questions parce que c'est trop de l'ordre de l'intime, nous vous invitons justement à ne pas les poser pour garder votre intimité et peut-être échanger avec nous a posteriori ou en contactant les services où vous nous retrouverez d'ailleurs. Voilà. Il y a juste un petit truc que je veux rajouter parce que Anne-Sophie disait que j'allais un peu mieux présenter la consultation retravaillée après le cancer du CHU d'Angers. Donc du coup, je la rajoute quand même. Effectivement, la consultation retravaillée après le cancer, qui est coordonnée par le professeur André Petit, est principalement destinée aux travailleurs indépendants, aux travailleurs du secteur public, justement parce qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à accompagner les travailleurs du secteur public. Et puis, elle est aussi accordée aux patients pour qui ça se passe mal dans leur entreprise, s'ils travaillent dans une entreprise privée, et qui souhaitent à un moment donné avoir un échange avec un professionnel de la santé au travail, sans passer par leur médecin du travail parce qu'ils ne sont pas en confiance avec l'entreprise. Vous voyez, donc voilà, en gros, c'est une consultation qui concerne tout le monde, principalement le secteur public et les travailleurs indépendants. Et pour les patients qui le souhaitent et qui ont des difficultés avec leur médecine du travail, ils peuvent effectivement consulter cette consultation. Ce qui s'y passe, c'est globalement effectivement un travail sur le projet professionnel, sur une expertise en santé au travail. Et puis, ça permet d'avoir globalement un courrier, un premier avis, qui est peut-être un peu moins étayé que la consultation CORAT. Et c'est bien pour ça qu'on travaille ensemble, parce qu'on a aussi notre expertise et que voilà, il y a des patients qui sont amenés justement à aller à la consultation CORAT et qui sont redirigés vers la consultation retravaillée et inversement. Voilà. Donc il y a vraiment un travail d'équipe entre les différents centres de soins. C'est vraiment une initiative régionale et pas juste hospitalière. On ne parle pas de centre unique. Voilà. Donc merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, très bien, vos présentations. Dites-moi si des difficultés se posent quant au retour au travail de la personne atteinte d'un cancer et en traitement, que le chef d'entreprise, notamment d'une PME, est incapable de régler le problème. Est-ce que le patient peut vous demander d'intervenir comme conseil auprès du chef d'entreprise ? Alors, merci pour la question. Donc, effectivement, est-ce que le patient peut demander ? Nous, ce qu'on va pouvoir faire dans le cadre de cette consultation, c'est établir le lien avec la cellule PDP. Parce qu'il existe aussi, comme je dis, à chaque fois, on travaille tous ensemble, donc l'idée, c'est pas de faire à la place de l'autre.
Voilà, c'est de faire avec. Donc, on va pouvoir contacter cette cellule PDP, donc de prévention de la désinsertion professionnelle, voilà, qui, elle, en fait, a son expertise et qui va pouvoir travailler avec l'employeur pour mettre en place le dispositif et voir si c'est possible. Si effectivement l'employeur est totalement réfractaire, là, on est dans cette fameuse case rouge où le patient se trouve en danger vis-à-vis de son retour au travail. On veut protéger sa santé et sa qualité de vie. On va plutôt générer ce qu'on appelle du retour à l'emploi. Donc on va l'orienter et l'accompagner vers une autre entreprise, vers un changement de poste, etc. Voilà. Soyez pas timide. Ah, voilà. Allez-y. Merci pour vos présentations, déjà. Et une question, les consultations CORAT, elles seront disponibles pour les nouveaux patients ou pour des patients qui sont suivis depuis 2 ans, par exemple? Voilà. Qui seront concernés? Alors, la difficulté de la consultation CORAT aujourd'hui, c'est qu'on est dans le cadre d'une évaluation. D'accord ? C'est un petit peu comme un médicament. Vous voyez ? Il nous faut beaucoup d'autorisation avant que le médicament soit totalement public. Mais là, c'est la même chose. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a des autorisations pour évaluer cette consultation avec un échantillon de patients qui sont de nouveaux patients, voilà, et qui ont un profil très précis, je l'ai donné. Mais l'idée, c'est rapidement avoir ces autorisations pour l'ouvrir aux autres patients. Et parmi ces autorisations, c'est aussi la protection de la santé de mes collègues, parce qu'elles sont 2 pour l'instant sur 2 sites à l'ICO, donc ça fait 1 par centre en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi augmenter l'équipe et pouvoir, ce qu'on appelle nous, absorber, c'est-à-dire accompagner le plus de patients possible. Donc ça viendra petit à petit. Initialement, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a ça. Et demain, on espère en avoir de plus en plus. Voilà. Alors, c'est un dispositif qui est très intéressant. Moi, je représente les patients au sein du conseil d'administration de l'ICO. Donc, bien sûr, je vais avoir un œil attentif à cette finalisation d'études, parce que c'est... Et c'est vrai que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous savez, la mise en place de la démocratie sanitaire, qui est récente au sein des différents services, permet la présence de patients un peu partout. Alors, c'est très beau quand on le dit comme ça. Après, c'est comment on va porter la parole des autres, comment on va pouvoir être en mesure de suivre l'intégralité, parce que je pense à l'ICO particulièrement, puisque moi je suis à l'ICO, il y a déjà de nombreux process mis en place, pas que pour le travail. Et donc, il est nécessaire d'être attentif. En tout cas, c'est un premier pas. Et que les patients soient associés, comme le disait Bertrand, à des études telles que celle-là ou d'autres au niveau plus médical, ça me semble éminemment important. C'est aussi la qualité d'accueil dans l'établissement, c'est aussi voilà, tous les... J'ai passé ma maman hier, moi, donc c'est une expérience récente. Je la passe tous les ans, mais à chaque fois, quand j'y vais, j'ai à la fois mon œil personnel, mais aussi comment se fait l'accueil pour les autres patients et de pouvoir être porteur de ça. Donc voilà, je serai très attentive, Bertrand, sur l'évolution de ce dispositif qui me semble très important. Et moi, je voulais juste poser quelque chose, je pense que vous l'avez pris en compte, c'est comment notre avis de patiente peut changer au fur et à mesure des traitements. Moi, j'ai en mémoire des moments où j'avais très envie de retourner travailler. Et puis, il suffisait de 2 séances de chimio où j'étais fatiguée. Et là, je me disais, mais je ne vais pas être capable de reprendre tout de suite. Et donc, cette fluctuation, pour vous, ça ne doit pas être facile à gérer parce que, y compris une certaine appréhension à reprendre dans le milieu du travail où on se dit on va être de nouveau confronté à un rythme que l'on ne va peut-être pas être capable de suivre. Est-ce qu'on a envie de suivre, comme tu le disais? Et donc, cette idée, cet avis de la patiente qui est un peu fluctuant, est-ce que vous avez été confronté? Merci Fabienne. Alors, je vous rassure, j'ai toujours Fabienne à côté de moi. Merci Yann. Alors j'ai toujours Fabienne à côté de moi pour surveiller tout ce que je fais, mais ça me va très bien parce qu'on fait un bon binôme. Et donc du coup, pour répondre, non seulement, donc en fait vous parlez tous les deux finalement de la fluctuation de la fatigue, des effets secondaires, avec des traitements
qui arrivent à un certain rythme régulier. Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Céline, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux que je commence ou Marie? Non? J'y vais? Allez, j'y vais. Donc, en fait, dans l'idée, en tout cas, pour cette consultation, mais de façon générale, effectivement, on sait que la patiente va avoir ses difficultés et son propre rythme. L'idée, ce n'est pas de dire, là, vous vous sentez prête, on retourne au travail, et puis demain, vous êtes fatigué, vous reprenez un arrêt maladie. Non, ça, c'est pas ce qu'on appelle un retour au travail durable. Donc, en fait, il y a différents dispositifs qui ont été présentés par Anne-Sophie notamment, particulièrement l'essai encadré, et c'est justement grâce à cet essai encadré qu'on va pouvoir justement faire un essai, justement, sur une période de 15 jours, et même sur 2 périodes de 15 jours, à des moments séparés, mais pour savoir si pendant 15 jours, la patiente arrive déjà à maintenir son travail à bonne dose. Et donc c'est un travail avec le médecin traitant, il pourra être fait aussi avec le CORAD si c'est nécessaire, si le médecin traitant a besoin d'éclairage sur les questions, mais aussi avec le médecin du travail, pour pouvoir trouver cette bonne dose et dire peut-être que ce temps partiel à 40%, c'est trop. Bon, on va peut-être baisser à 30% parce que vous avez besoin de vos phases de repos. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que, et c'est un mot que j'ai oublié d'employer, et je pense que c'est aussi un mot qui est très important, c'est le mot flexibilité. En fait, on doit être flexible en tant que professionnel de santé, en tant que chercheur, en tant que patient aussi, d'ailleurs, on doit être flexible d'une certaine façon, mais je crois que la vie vous pousse à être flexible de toute façon. Et les managers aussi doivent être flexibles, parce qu'en fait, les patients ne programment pas le moment où ils seront fatigués, ils ne programment pas le moment où ils auront mal, et ils ne programment pas le moment où en fait, ils en auront marre de à peu près tout. Donc, c'est aussi ça, c'est s'adapter au quotidien, c'est donner ce qu'on appelle des marges de manœuvre au travail, donner des marges de manœuvre pendant la période de soins, et accepter qu'aujourd'hui, c'est non, je ne peux pas. Souvent, on a des entretiens avec des patients. Moi, ça m'est arrivé très souvent ces dernières semaines. Une patiente qui me dit, oui, on va pouvoir faire l'entretien, etc., il n'y a pas de souci. Et puis, 1 heure avant l'entretien, Monsieur Porot, désolé, je ne peux pas faire l'entretien, je ne peux pas venir, je suis désolé. Tout de suite, c'est de la bienveillance. Oui, mais il n'y a pas de souci, je comprends. Revenez vers moi quand vous le pouvez. Et très rapidement, finalement, dès le lendemain ou le surlendemain, le rendez-vous est déjà reposé. Vous voyez ? Si j'avais été à dire « Ah oui, mais non, mais attendez, j'ai pas le temps, etc. etc. », forcément, on ne revoit plus les patients et on les perd. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Un peu longuement, désolé. Voilà. Alors, oui, juste pour dire, je suis patiente de l'ICO. Effectivement, j'ai participé aux ateliers et on a une très très bonne prise en charge déjà à l'ICO. Atelier, et notamment, c'était pas la même assistante sociale, mais une personne qui m'a accompagnée pour faire mon dossier RQTH. Et heureusement qu'elle était là parce que je l'avais commencé 2 ans avant et je n'avais pas été au bout, toute seule. Voilà. Merci. C'est vrai que ces ateliers, déjà, ça permet de verbaliser un petit peu toutes les inquiétudes et se rendre compte que vous n'êtes pas seul à vivre beaucoup d'émotions, des douleurs, etc. Et ça, c'est un côté rassurant, en fait. Et souvent, les personnes sont vraiment très, très contentes de ces ateliers. On a 2 questions lors de ces ateliers. C'est une méconnaissance quand même des droits et puis toutes ces questions sur la fatigue, etc. Donc, il y a souvent des personnes qui sont à un temps différent et qui peuvent en fait être rassurants. Et c'est ça qui est bien. Donc, n'hésitez pas à aller à participer à des ateliers, à échanger avec d'autres personnes. C'est très important. Je pense une chose dont on n'a pas parlé, Bertrand, on a parlé de la hiérarchie, on a parlé du patient et de sa relation, mais pas des collègues. Et moi, quand j'ai repris mon travail, les collègues étaient en difficulté avec moi parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter, que quand tu dis on est flexible et tout, pour eux, le travail que nous, on ne fait pas, ça leur retombe dessus. Donc, on est appréhendé parfois un peu comme une charge sur l'équipe. Et donc, c'est pas de notre faute si on a un cancer, mais c'est pas de la leur non plus. Et donc, cette prise en charge globale de l'équipe, elle n'est pas très évidente. Alors, peut-être que ça a évolué depuis que je suis à la retraite, mais j'en suis pas très sûre. Je vais laisser Yann répondre, s'il veut bien, et puis je compléterai.
En fait, ces réflexions vont au même rythme que les managers. En fait, ça va de pair. C'est-à-dire qu'il y a un premier étage dans la réception de la maladie et effectivement, le deuxième niveau, ça va être d'accompagner les collaborateurs. Après, il y a des choses qui se font aussi de façon spontanée. Donc, c'est très intéressant. Il y a une chose que je fais retenir, mais on peut parler de collaborateurs et aussi de conjoints parfois, c'est que la personne malade, surtout, de parler de ce qu'elle a. Et c'est aussi le but aujourd'hui, c'est de ne rester pas seul. À partir du moment où l'interlocuteur, le collègue ou le conjoint est au courant, connaît à peu près les protocoles, on n'est plus dans l'empathie, on est dans l'accompagnement, dans la compréhension, et c'est aussi beaucoup plus simple. Donc, que ce soit en entreprise ou autre, c'est de pouvoir exprimer effectivement ce qu'on a, les protocoles qui arrivent ou autres, les effets secondaires, parce que ça c'est un truc de fou. Voilà. Mais c'est la suite effectivement de l'accompagnement d'entreprise. Comment vous l'avez géré justement dans votre entreprise La gestion d'équipe, ça a été, alors, comme il y a eu un effet de masse sur une année, ça a été très très facile d'en parler. Et ça a été sur des protocoles, alors à part 2 hommes, c'est des cancers différents, mais c'est des cancers du sein. Donc automatiquement, lorsque je sais tous les protocoles, je savais les termes sur le cancer du sein, je ne suis pas concerné, ou peut-être un jour, mais le fait de savoir, le regard, il n'est pas posé de la même façon. Et l'effet de masse a fait que l'équipe a super bien réagi. Il y a des personnes qui sont revenues, d'autres qui sont reparties. Mais le fait d'avoir ces éléments-là, c'est une aventure extraordinaire. Mais par contre, c'est vrai que quand ça arrive une seule fois, le retour, il peut être compliqué. On est dans un rythme de travail et là, il y a un rythme qui est complètement différent et qui peut être très pesant pour la personne qui retourne, enfin qui revient d'un cancer, mais qui peut être aussi très pesant, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'équipe parce qu'on ne comprend pas. Voilà. On a vécu le pire, donc ça peut être que bien le travail finalement. Mais non, ça change tout le cancer. Alors, si je peux juste compléter, merci. Si je peux juste compléter, alors, merci beaucoup Yann, mais en fait, la charge ne doit pas être totalement posée sur le manager. C'est un travail d'équipe, c'est bien ce que tu dis. Mais au-delà de ça, il y a ce qui peut être fait, et c'est ce qu'on préconise, en tout cas c'est ce que préconisent notamment les Canadiens, c'est d'avoir une personne ressource au sein de l'entreprise qui fait le lien pendant le parcours de soins. Et c'est la personne de choix de la patiente, ou du patient d'ailleurs, qui dit moi, tel collègue, je m'entends bien avec elle, mais plutôt que d'avoir un flot d'informations et de répondre 300 fois au même message, en fait, le message va passer uniquement par cette personne et elle va s'occuper de diffuser en fait, les nouvelles, mais elle va aussi me donner des nouvelles de l'entreprise. J'ai eu pas très longtemps une patiente qui m'a dit « On a changé de DG, alors tout se passe bien, on m'a soutenu pendant mon cancer, mais il y a un truc qui m'a vexé qui fait que finalement, j'ai pas envie de retourner dans cette entreprise, c'est qu'on a changé de DG et finalement, on m'a pas informé de ça. Je l'ai appris au détour d'une conversation. » Et ça, parfois, c'est compliqué, parce que c'est compliqué aussi, c'est dans la loi du travail. Finalement, on ne peut pas non plus tout faire. Mais il y a des patients qui ont ce besoin d'avoir ces informations, qui pour eux sont essentielles, parce que ça leur donne toujours cette impression qu'ils font partie de l'entreprise. Alors, il y a un fameux DRH que tu connais bien, Fabienne, qui un jour a dit, enfin, qui nous a dit à nous, dire « je reviens » ne veut rien dire quand l'équipe a changé. Vous voyez ? Et en fait, la question de l'équipe, c'est aussi ça. C'est savoir trouver ce juste milieu entre j'informe et je maintiens la vie privée. Voilà. Donc ça, c'est très complexe, mais on essaye de faire au mieux pour vous accompagner là-dessus. Et désolé, je vous laisse. Mais ça tombe bien parce que c'est en lien. Moi, j'avais des questions par rapport à l'entreprise. Vous avez parlé de protocole. Comment vous avez construit le protocole ? Comment vous vous êtes fait aider ? Vous avez parlé de formation. Est-ce qu'il y a des organismes spécialisés par rapport à ça? Et pareil sur la sensibilisation. Alors, on a beaucoup parlé du manager et merci. Il y a aussi les collègues et la répartition de la charge de travail. Et comment on peut sensibiliser aussi au sein de l'entreprise, quand on est aussi une grosse entreprise, qu'est-ce qui peut être mis en place, en tout cas si vous avez l'expérience et ce retour? C'est en train de se construire. Je reviendrai l'année prochaine pour parler avec un an d'expérience. C'est un effet de masse qui est important. Alors dans une grande entreprise comme la nôtre, c'est un effet de masse. Donc là, c'est pris en charge au niveau RH. Alors pour la formation, c'est très simple. C'est l'ICO qui construit les modules et autres, parce qu'on va rechercher l'expérience, tout simplement.
Une des réponses sur l'accompagnement des collègues, ça a été aussi de travailler avec la Ligue contre le cancer, et je reviens sur les patients ressources. C'est-à-dire que l'entreprise a décidé de libérer 6 jours pour les 6 jours de formation pour être patient ressources et patient témoins, donc des collaborateurs, qui vont pouvoir être de façon anonyme consultés justement par les personnes qui rentrent dans le schéma de la maladie. Voilà, parce que l'employeur, les données médicales au niveau de l'employeur, c'est juste un casse-tête, c'est juste impossible à traiter. Et donc on a trouvé cette solution-là. Et ça permet effectivement d'avoir le premier rideau de la bienveillance des collaborateurs, le manager formé, et puis le troisième rideau, c'est pour des gens qui veulent que ça soit confidentiel ou autre, avoir des personnes, des pairs qui ont été touchés par le cancer, c'est le principe de base des patients ressources et patients témoins, et qui vont pouvoir les accompagner sur ces sujets-là, le retour à l'emploi, en connaissant l'entreprise. Et ça, c'est super top, parce que ça va être le gros avantage, pour moi, c'est que oui, effectivement, on peut contacter la Ligue pour aller rechercher des patients ressources, mais lorsqu'en plus, on peut cumuler l'expérience de son propre retour au travail qui s'est, 7 fois sur 10, pas forcément bien passé, c'est super intéressant. Et pour terminer, dans la construction des éléments, ce sont des patientes collègues qui ont construit tout le retour avec un schéma de quand est-ce que le manager les contacte pendant la maladie, quand est-ce que le service RH reste en lien, un petit mail qui est envoyé pour garder le contact, pour rappeler qu'on peut être à disposition, etc. Tout en respectant le cadre de la loi, parce que là, c'est waouh. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, et c'est vraiment le sujet de la loi qui est faite pour protéger, mais qui est parfois, pour des questions de bon sens, on se dit mais pourquoi? Voilà. Pour les patients ressources, par exemple, je prends cet exemple-là, on pensait naïvement qu'on pouvait aller, des personnes qui se portaient bénévoles, qui se portaient volontaires pour être patients ressources, on allait pouvoir afficher leur nom et autres. Elles sont d'accord pour ça. Mais une attestation ne suffit pas, on est obligé de passer par la Ligue pour recueillir l'appel du collègue qui sera intéressé, pour le renvoyer sur cette personne-là anonymement. Donc voilà. On parle du monde du travail, mais il faut être assez volontaire pour porter ces projets-là. Ça, c'est une certitude. Est-ce que je peux rebondir, excusez-moi, est-ce que je peux rebondir sur le patient ressources, parce que le réseau Castor du Cancéropôle Grand Ouest organise justement le 3 décembre à Nantes une conférence sur le patient ressources avec le président national de la Ligue contre le cancer, le docteur Bergerot, et la présidente aussi de la Ligue Loire-Atlantique, le 3 décembre à Nantes. En Loire-Atlantique, c'est très avancé, il y a plus de 40 patients ressources, donc c'est génial. Et par contre, de notre côté, le démarrage et l'implication de la Ligue, c'est que ça commence. Donc voilà, le partenariat fait que ça permet aussi à la Ligue de Vendée de pouvoir démarrer. Voilà. Auprès d'entreprises privées qui le souhaiteraient? Parce que là, ça va faire du taf. Alors, la réponse est oui. Dans quelle temporalité? La réponse est oui. La réponse est qu'il faut que l'équipe grandisse, que ça demande des moyens aussi. Donc oui, on peut le faire, mais bien évidemment, plus il y a de monde, plus il y aura de demandes, et plus ça prendra du temps. C'est forcément ça. Mais après, nous, ce qu'on propose, alors je dis l'ICO, mais c'est pas que l'ICO, c'est aussi un travail avec l'Université d'Angers et le CHU d'Angers. C'est très important à souligner. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est un cadre de mise en place. Parce que, en fait, chaque entreprise est différente, chaque entreprise a sa propre culture. Et forcément, on ne va pas juste prendre quelque chose et puis dire, voilà ce qui fonctionne, merci, au revoir. On est encore dans un principe de co-construction. Donc c'est un travail qui est long, qui demande de nombreuses heures de discussion, parce qu'il faut réussir à se parler, à se comprendre. Mais une fois qu'on arrive à comprendre le langage de l'autre, parce que le langage entreprise n'est pas le langage scientifique, inversement. Voilà. Donc, mais une fois qu'on arrive à le faire, derrière, finalement, on arrive à faire de belles choses. Donc il n'y aura jamais 2 dispositifs identiques, parce qu'il n'y a jamais, finalement, 2 entreprises identiques. Voilà. J'y vais. Bon. Je
Je voudrais vous remercier pour cette initiative et puis surtout ce que vous êtes en train de créer, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait rien. Et moi, j'ai vécu un véritable effondrement à la fin de mon traitement, parce que la seule chose qu'on m'a dit, c'est si vous n'allez pas bien, allez voir un psychologue. Alors qu'il fallait que je reprenne le boulot et que pour moi, ça ne voulait plus rien dire. Que j'avais, en plus de la culpabilité de ne pas pouvoir reprendre, une perte de confiance en moi et l'incapacité de savoir de combien de temps j'avais besoin, sachant que j'avais une peur monumentale de la rechute puisque j'ai eu un cancer du sein triple négatif. Ça, c'est l'introduction. Aujourd'hui, je suis là et je vais bien et j'ai rebondi dans mon travail. Mais surtout, je fais partie des 40 patients ressources de la Ligue. Et c'est à ce titre-là que j'avais envie de prendre la parole parce que je trouve que votre coordination qui se met en place est absolument formidable et que ça va aider de nombreuses patientes à reprendre pied dans leur vie. Et vraiment, je vous en remercie. Maintenant, est-ce qu'il ne manquerait pas un patient ressource, une patiente ressource dans cette coordination pour avoir aussi l'expérience de ce retour à l'emploi et un certain nombre d'années de recul qui nous permettent aujourd'hui, et notamment avec Ligue Entreprise, de faire ce que vous développez en Vendée. Et là encore, c'est formidable parce que plus on sera nombreux à prendre ça en main et plus les femmes qui auront eu un cancer ne le vivront plus comme une fatalité. Vous avez une collègue, Nathalie Pajot, que vous avez certainement croisée, qui fait la même chose que vous et qui est dans l'entreprise et qui m'accompagne depuis le début de ce projet. Donc c'est construit vraiment avec elle et elle a apporté une contribution et a été très éclairante. Mais bravo en tout cas pour cette initiative du Crédit Agricole et pourvu que ce soit des bonnes pratiques qui se répandent partout en France. Et au niveau de l'ICO, qu'est-ce qu'il en est du coup dans cette consultation? Vous parlez, oui, alors merci déjà pour votre témoignage. Alors, la réponse est assez simple. C'est qu'à l'ICO, on travaille avec les patients ressources de la Ligue. Et donc, si certaines patientes souhaitent échanger avec leurs pairs, parce qu'on sait très bien que l'échange avec les pairs, c'est aussi ce qui fait améliorer la confiance en soi. Ça fait partie des choses, parce que finalement, en fait, c'est ce qu'on appelle une expérience vicariante. Et cette vicariance, en fait, va aider à se dire, elle y est arrivée, je peux y arriver aussi. Donc, en fait, on a effectivement... Ah, et j'ai plein de mots complexes, désolé. On a effectivement des patients ressources de la Ligue qui sont à l'ICO et qui peuvent être rencontrés justement par le biais de cette consultation CORAT. Après, pour vous répondre, parce qu'il y a quand même une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'ICO fait partie d'un groupe qui s'appelle Unicancer, avec de nombreuses initiatives. Et parmi ces initiatives, il y a notamment le Centre de cancérologie de Lille, qui évalue un dispositif justement, qui est coordonné par une patiente partenaire. Alors, pas patiente ressource, mais patiente partenaire. Je fais bien la différence entre les deux. Moi, je travaille aussi pour l'évaluation de ces dispositifs. Alors, vous allez dire, il est partout celui-là, mais c'est un petit peu vrai. Je travaille aussi sur l'évaluation de ce dispositif. En fait, ça a été vraiment une volonté de ma part de séparer les deux pour l'instant, pour ne pas faire d'amalgame entre quid du professionnel de santé avec sa formation, etc., et quid de la patiente ressource ou de la patiente partenaire avec son expérience de vie. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité mélanger les deux. Mais effectivement, à terme, l'idée c'est qu'on joigne nos forces entre centres de lutte contre le cancer pour proposer un dispositif unique. Donc voilà, donc la réponse est là. Aujourd'hui, nous, on vous propose un dispositif avec des professionnels de santé avec une redirection vers les patients ressources. Mais effectivement, il y a aussi des choses qui se pensent avec les patients partenaires, pas très loin d'ici. Moi, ça m'intéresse d'y réfléchir avec vous. Avec grand plaisir. Vous avez besoin de quelqu'un pour... Avec grand plaisir. Oui, et quand même, j'ajouterais, le CORAT oriente vers tous les soins de support, les associations, etc., les partenaires. Donc, ce n'est pas centré que ICO, c'est vraiment ouvert. On a une connaissance quand même de tout ce qui se passe. On est expert en cancérologie, je vais dire entre guillemets, mais on a une connaissance du réseau. Donc, c'est vraiment pouvoir orienter au mieux. Pas de questions. Vous voyez, en plus, pour une fois, des chercheurs et des médecins tiennent les temps. C'est plutôt pas mal, puisque d'habitude, il est toujours en retard, et là, on est en avance. Donc, je vais te laisser clore, du coup, Fabienne. Alors, je vais clore, non pas sur le contenu de la table ronde,
parce que je pense que ce serait inutile, c'est suffit à elle-même, peut-être dire qu'on se situe dans Octobre Rose, c'est pour rappeler le contexte. Donc Octobre Rose, c'est le mois du cancer du sein, particulièrement du dépistage du cancer du sein. Vous avez un groupe de sages-femmes qui est venu des étudiantes avec un buste d'autopalpation que je vous invite à découvrir après la table ronde. Peut-être aussi dire que Octobre Rose prend de l'ampleur chaque année, que c'est son 30e anniversaire cette année, qu'on ne l'a pas trop dit, alors que c'est une initiative qui nous vient des États-Unis. Le dépistage a 20 ans en France aussi cette année. Le dépistage organisé en France, malgré les Français, nous sommes principalement des râleurs, reconnaissons que c'est un dispositif qui est éminemment important, éminemment efficace, qui n'est pas assez sollicité, que seulement... alors en Loire-Atlantique, on était le meilleur département pour le dépistage jusqu'à il y a peu de temps. La Covid étant passée par là, notre taux de dépistage organisé a beaucoup baissé. Donc, je vous nomme tous ambassadeurs du dépistage auprès de vos proches parce que d'en parler, ça permet de se dire « Ah oui, tiens, j'ai peut-être reçu le courrier de la CPAM, puisque maintenant c'est la CPAM qui l'envoie, et donc allez passer votre dépistage. » Par ailleurs, par rapport au sujet principal que l'on a abordé sur cancer du sein et travail, moi, je fais beaucoup d'interventions pendant le mois d'octobre et j'ai été très sollicitée cette année par des entreprises et des grosses administrations. Et ça me donne plutôt le moral par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, parce qu'au départ, ils me sollicitent plutôt sur une information sur justement le dépistage et la maladie. Et puis progressivement, parce que les collaborateurs, ils vont vous parler de leurs difficultés au travail, progressivement, on glisse sur justement ces problématiques. J'étais tout à l'heure au ministère des Affaires étrangères, 1000 agents à Nantes. Ils vont fêter leur 60e anniversaire à Nantes et ils ont fait pour la première fois un moment d'information. Et ils avaient juste en même temps que nous là une conférence sur cancer et travail. Et donc je me dis, ça, ce sont des indications d'espoir. Parce que si ces gens-là, à l'intérieur du ministère, se posent ces questions... J'ai fait une conférence aussi il y a peu de temps dans un grand camping-cariste régional. Et même chose, j'ai été étonnée des échos qu'il peut y avoir des collaborateurs, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes. Parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et je remercie les hommes qui sont présents dans la salle particulièrement. Parce qu'eux aussi, ils ont peut-être une compagne, ils ont sans doute une mère à un moment donné de leur vie, des sœurs, des voisines, des cousines, etc. Et que porter la bonne parole, c'est l'affaire de tous et de toutes. Donc, je pense que Octobre Rose, c'est le focus qui est donné à un moment sur le cancer du sein. Mais pour celles qui sont concernées, et les quelques-uns, c'est toute l'année. Et donc, il faut garder cette sollicitation et cette motivation pour continuer à œuvrer. On vous a présenté un dispositif expérimental actuellement qui se met en route. C'est grâce aussi à la pugnacité et la volonté qu'il va pouvoir perdurer. Donc on aura besoin de tous. Encore merci d'avoir été présents. Merci à tous les orateurs. Je pense qu'ils ont été très clairs et motivants. Merci à vous.